Première, c'est au sujet de l'OSCE, Francis en a parlé. L'OSCE, depuis 1999 et la charte d'Istanbul, est devenue un porte-clés de l'OTAN que l'on sort quand on ne veut pas parler de l'OTAN, comme par exemple en Ukraine. Deuxième petite remarque, un général tchèque dont le titre exact est qu'il est président du comité militaire de l'OTAN, disait que la menace nucléaire était d'autant plus forte avec la Russie que, je mets des guillemets, que la Russie avait montré qu'elle était en état de faiblesse par rapport à l'armement classique. Et donc, au sein de l'OTAN, l'arme nucléaire revient avec une très grande force. Et le troisième, c'est, petite remarque, c'est le développement auquel nous assistons tous, de la violence et de l'autoritarisme dans la plupart des pays européens et notamment le nôtre. Et donc la question que je souhaite poser, c'est dans un pays, la France est un des rares pays où l'OTAN n'est plus présente, on sait dans quelles circonstances, en 1966 on a quitté les instances dirigeantes. Comment pourrait-on mobiliser l'ensemble de nos concitoyens contre cette menace de plus en plus importante qui est l'OTAN? Donc on en est maintenant à la guerre froide, et comme il a été dit tout à l'heure, la guerre chaude n'est pas très loin, semble-t-il. Comment peut-on mobiliser nos concitoyens sur le sujet? Francis, et puis après, quelques réponses. Après, il y a Marie Reynaud. Voilà, monsieur Tabat, il y aura 3 questions après. Francis. Tout d'abord, je remercie les intervenants pour les rappels historiques de la situation et l'analyse de la situation actuelle. Mais en fait, moi, je suis un petit peu sur ma faim parce que je pensais avoir un petit peu la réponse à la question qui est à l'ordre du jour, c'est quelle politique de la France et de l'Union européenne pour la paix? Or, ma question, c'est quelle politique pour la France et l'Union européenne pour la paix? Je n'ai pas la réponse. Merci. Bien, et un petit tour de réponse. Et puis on prendra encore 3 questions et je crois qu'on aura le temps accompli. Qui veut répondre? Quelques mots. Oui, alors, effectivement, le tableau qu'on a donné est quand même très sombre. Mortifère, les nuages noirs, etc. Il y a quand même aussi quelques traits de lumière, il y a quand même des résistances. Bon, par exemple, en Autriche, tout le monde a parlé les méchants Autrichiens qui deviennent fachos, etc. Moi, ce qui m'a frappé en Autriche, c'est pas ça. C'est qu'un candidat qui résiste passe de 20 à 50%. Parce que ça, c'est pas facile de passer de 20 à 50%. C'était plus facile pour l'autre de passer de 35 à 49%. D'autant que les grands partis n'avaient pas appelé à voter pour lui. Et ça s'est fait comment? Par les réseaux sociaux, par des mobilisations de citoyens en Autriche. Pas par les appareils des partis et pas par la presse. Pour moi, c'était ça le plus intéressant dans le scrutin autrichien, et parce qu'il a montré ce sursaut des gens. D'autres, par exemple, la campagne anti-TAFTA. Alors, je ne sais pas si elle va gagner, c'est pas encore... mais elle a marqué des points. Les mouvements sociaux, un peu partout. L'apparition de forces qui contestent l'ordre néolibéral. Jeremy Corbyn, ou même aux États-Unis, Bernie Sanders, ou bien Podemos, ou bien Syriza. Tout ça, ça existe aussi. Et alors, ça ne renverse pas encore les rapports de force, mais c'est des forces qui existent. Et c'est sur celles-là qu'il faut effectivement, avec lesquelles nous pouvons compter. L'OTAN, moi je suis d'accord, il faut dénoncer l'OTAN, et dans ce pays c'est moins facile parce qu'effectivement elle est moins présente. Mais après le sommet de Varsovie, qui va nous emmener dans des dépenses obligatoires sur le plan militaire, je pense qu'on va pouvoir avoir un gros travail d'information à faire. Vers quoi l'OTAN nous entraîne? L'OTAN est un facteur d'insécurité dans ce continent. Voilà. Et la France, qui a déjà su se retirer une fois, elle doit se retirer encore. Même si ce n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, c'était pour une raison qui ressemble, c'est non à l'hégémonie et non à la subordination aux intérêts américains. Alors, quant aux
aux alternatives, effectivement, les alternatives, c'est de rompre avec un certain nombre de logiques et de mettre en avant, pour de vrai, les valeurs dont a parlé Francis, qui sont de plus en plus foulées aux pieds. J'aime bien cette idée du révélateur, de la véritable nature de ce qui se fait par les différentes crises. Donc revenir à ces valeurs, les promouvoir, c'est un peu notre travail et puis aussi s'appuyer sur cette solidarité qui se marque entre les mouvements sociaux, entre les mouvements alternatifs, etc. Ça existe aussi. Et là encore, moi j'étais en Allemagne la semaine dernière, il y avait 5000 pacifistes, le plus gros rassemblement pacifiste de ces dernières années en Allemagne. Personne n'en a parlé évidemment dans les médias. En Allemagne un petit peu, mais en France alors pas du tout. Et on n'en parlera jamais. C'était très intéressant parce qu'il y avait aussi des Britanniques, il y avait aussi des députés donc, du Labour, il y avait des députés verts d'autres pays, il y a quand même aussi ces réseaux européens. Alors ce n'est qu'embryonnaire, ça ne va pas assez loin, etc. Mais il n'y a pas rien en face et on ne part pas de rien pour résister et pour proposer justement une autre voie. Merci. Quelques mots, Francis, parce que tu pourras partir après. Peut-être juste une chose en réponse à une question, c'est qu'est-ce qu'on propose au positif. J'ai évoqué une initiative, j'y tiens beaucoup, je trouve qu'on a tort de ne pas la reprendre, la proposition d'un Helsinki 2. Pourquoi? Parce que c'est très global, ça permet d'abord d'engager le débat sur le bilan de ce que j'ai appelé ce fiasco sécuritaire des politiques menées sur la question de la sécurité européenne par l'Union européenne et par l'Occident en général depuis 25 ans. Il faut évoquer ça parce que quand on le fait, on est compris. Faites l'expérience. On dit, attendez, on a fait Helsinki en pleine guerre froide, on ne serait pas capable de faire quelque chose comme ça aujourd'hui? Parce que la situation est compliquée, mais si elle n'était pas compliquée, il n'y aurait pas besoin de faire la conférence. Mais il la faut. Ça permet de renverser la logique de tension, d'affrontement, voire de guerre, la militarisation des esprits, par l'éloge de la coopération, l'éloge des mesures de confiance, expliquer notamment aux jeunes générations qui n'ont pas connu ces batailles, qu'est-ce que ça veut dire mesure de confiance? Comment on peut créer de la confiance là où il y a de la défiance? Et l'idée, rappeler d'ailleurs ce que c'était qu'Helsinki, parce que les jeunes, pour eux, qui ne savent pas ce que c'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que c'était les trois corbeilles? Comment on a fait pour arriver, parce qu'au départ, c'était pas gagné. Et qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? C'est pas le monde de 75, c'est un monde très différent. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Comment on peut impliquer les citoyens, les sociétés de telle manière que ce soit pas simplement un accord au sommet, mais un accord assumé par les peuples? Je trouve que c'est une proposition structurante qu'on peut et qu'on devrait utiliser pour stimuler une réflexion collective et d'ailleurs multinationale. Merci Francis. Alors, quelques mots sur ce sujet. Et on fera après 3 questions. Oui, alors justement, cette question de Helsinki me semble effectivement un des axes sur lequel il faudra pilonner l'opinion publique, parce que c'est un axe réaliste, réalisable, et qui ouvre des perspectives. Alors je vais répondre quand même aux questions qui m'étaient plus directement adressées. Alors, en ce qui concerne le capital russe ou le capitalisme russe, si on regarde les médias russes, on voit qu'il y a quand même une très grande différence entre ce qu'on pourrait appeler les ministères économiques et les ministères dits de force. C'est-à-dire que les ministères économiques sont relativement favorables, disons, à un capitalisme néolibéral et à des concessions envers les pays occidentaux, c'est-à-dire en fait envers les États-Unis. Et les ministères de force sont beaucoup plus, si on peut dire, nationalistes, et s'appuient sur un sentiment d'ailleurs populaire très majoritaire aujourd'hui en Russie. Et dans ce contexte-là, évidemment, il faut se poser la question, quelle est la base sociale de ces deux
tendance. Et il y a en Russie donc une oligarchie qui a fructifié pendant la période de Yeltsin et qui continue en fait à essayer de se placer dans le cadre de la mondialisation néolibérale et qui essaie évidemment de tirer la Russie dans cette direction. Et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler un capital national, c'est-à-dire des industries productives qui ont besoin du soutien de l'État et qui, ne serait-ce que sur le plan douanier, et qui pourrait représenter ce qu'on peut appeler une bourgeoisie nationale. Et qui va quelque part à la rencontre d'intérêts d'autres pays qui vont un peu dans la même direction, comme la Chine, qui a aussi finalement une politique capitaliste nationale, disons de bourgeoisie nationale, appelons-le comme ça. Donc les jeux ne sont pas faits dans ces pays, et c'est sans doute aussi là-dessus que les Américains et les Européens qui les suivent comptent, c'est-à-dire de voir évidemment à Moscou réapparaître un gouvernement à la Yeltsin, disons un peu amélioré. Cette évolution est possible, d'ailleurs on vient de le voir au Brésil, donc pourquoi pas en Russie. Alors, quelles sont les alternatives? Donc moi aussi, je ne suis pas pessimiste, c'est-à-dire je pense qu'il faut multiplier toutes les initiatives, je dirais, éducatives, pédagogiques. En particulier, axer la réflexion sur les coûts de la guerre, non pas seulement les coûts de la guerre, mais les coûts des opérations guerrières auxquelles déjà nous avons participé en Libye ou ailleurs, et l'OTAN nous coûte combien, hein? Ça coûte combien l'OTAN, hein? Il faudrait poser ces questions et donner le maximum de chiffres à la population, puisque finalement nous ne le savons pas, ou la population l'ignore, il y a peut-être quelques spécialistes qui le savent, mais largement c'est inconnu. Donc le coût de l'OTAN, ça me semble aussi un axe important de questionnement. Mais je dirais tout est lié. Moi j'ai envie de dire, oui, les manifestations El Khomri, c'est un combat anti-El Khomri, enfin anti-loi loi du travail, c'est aussi un combat pour la paix. C'est un combat pour la paix. Hein, parce que c'est un combat pour le travail productif, donc pour une économie au service de la société, et donc par voie de conséquence, c'est un combat contre l'économie de guerre, contre la fuite en avant dans la guerre, contre tout ce qui va à l'encontre des intérêts populaires. Donc toutes les mobilisations auxquelles on assiste aujourd'hui, dans leur très grande diversité, finalement, ont toutes plus ou moins consciemment, parfois même inconsciemment, la question du développement et donc de la paix. Donc en fait, il s'agit de les faire converger. Merci. Alors, Anne-Marie Reynaud, et puis après monsieur, et puis après... non, est-ce qu'elle est partie? 3 questions. Attends, on va voir. Dans cette présentation de cette situation de pré-guerre, bon, j'ai compris beaucoup plus de choses que je ne connaissais, mais il n'a pas été parlé des flux financiers transfrontaliers. Quel rôle joue-t-il? Quel cancer constitue-t-il dans cette situation? L'autre niveau pour lequel je voudrais intervenir, c'est l'alternative. Je pense qu'en deçà des réseaux sociaux, pour ne pas dire au-delà des réseaux sociaux qui peuvent être des moteurs vraiment de communication, je pense qu'il faudrait c'est le moment de réactiver la démocratie et de contrôler un peu les votes de nos élus. Au niveau du Sénat, de la Commission de la Défense, il y a un sénateur de Concarneau, je ne sais plus le nom, Lebris, je crois, plus celui du Var, qui est son adjoint, qui ont fait un rapport sur l'OTAN. Bon, ben, si les gens de Concarneau savaient ce qu'il a écrit, ils pourraient quand même lui demander des comptes. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on interpelle nos élus, parce que l'exécutif, les chefs d'État, ils s'appuient sur les chambres, enfin sur les Sénats. Donc il faudrait quand même qu'on fasse en sorte que nos élus soient responsables et soient un peu moins bellicistes et un peu plus responsables. Et il y a un autre niveau sur lequel il faut quand même aussi intervenir, c'est sur au Mali, ils introduisent la formation à la culture de paix dans les programmes, ils y réfléchissent. Et nous, on a un inspecteur général de l'éducation nationale il a mis sur le site de l'Académie de Versailles et du ministère de la Défense comment enseigner la guerre.
attendez, là, on est où? Donc il faut quand même que le mouvement de la paix prenne ça en main et fasse de l'entrisme, enfin non, il faut qu'on fasse une contre-proposition pour que la culture de paix entre dans les programmes. Il y a un parcours citoyen, nous on Creuse, on a un camp militaire, ils reçoivent des collégiens dans le cadre du parcours citoyen. Et tout le monde est content. En 2015, il y avait 86 collégiens. Le même jour que la distribution du prix de la résistance. Bon, ça s'est trouvé ce jour-là. Bon, là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la démocratie, nos élus, et le niveau de l'école. Merci. À vous, monsieur. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, Bernard Cornu, 15 ans au Moyen-Orient. Moi, je vois 4 choses et je demanderai votre avis sur ces 4 mesures politiques pour la France et l'Europe. Premièrement, très simple, mais très fort, très symbolique. Acheter notre pétrole et notre gaz en euros par mètre cube, jusqu'à ce que la cotation mondiale soit en euros par mètre cube et non plus en dollars par baril. Deuxième point, proposer une taxe au niveau de la France et de l'Europe et mondialement le plus tôt possible, une triple taxe mondiale sur les énergies fossiles, sur les armes et sur les transactions financières, qui soit, c'est important aussi, qui soit complètement affectée au financement des réparations pour les victimes des guerres, de nos guerres, et ensuite au développement durable ou à la transition énergétique. Et troisième point, plus difficile, et là on a un enseignant ici, on a un germanophobe, revenir au niveau de l'histoire, des médias, de la communication publique et de l'enseignement, sur les causes profondes, les responsabilités de la guerre européenne de 14, elle s'appelait guerre européenne, parce que l'historiographie contemporaine, les ouvrages récents publiés, montrent qu'en fait ceux qui voulaient le plus la guerre, c'était les Russes et les Britanniques, et ils voulaient tous que ce soit l'autre qui commence. Et je sais aussi, parce que j'ai beaucoup dit la question, que tous les 4 empires ou les 5 empires lorgnaient tous sur le démantèlement de l'Empire ottoman et surtout sur la Mésopotamie, puisque le pétrole était déjà une ressource essentielle pour la domination, notamment navale. Et quatrième point, alors ça, quatrième point, c'est sur la reconnaissance, en partant de l'Allemagne qui l'avait refusé, de notre erreur, et Obama qui vient de la critiquer, de notre erreur franco-britannique d'avoir voulu attaquer la Libye. Et on espère que dans quelques mois, le procès Sarkozy aura sa fin sur le financement de la campagne par Kadhafi. Donc reconnaissent notre erreur en Libye, publiquement, et reconnaissent aussi notre erreur en Syrie, dans lequel nos pouvoirs, que ce soit Sarkozy, Juppé, Hollande et Kouchner et Fabius, se sont alliés aux pires autocraties du Golfe pour financer des mercenaires à l'échelle de plusieurs dizaines ou vingtaines de milliards de dollars pour détruire la Libye, qui refusait de laisser passer le gaz de Qatar en préférant faire passer le gaz d'Iran et à travers l'Irak et la Syrie. Voilà. Merci. Troisième question. Un micro, s'il vous plaît, pour... Oui, alors, je pose la question, ça rejoint un petit peu ce que le camarade vient de dire. Il semblerait, je n'en suis pas si sûr que ça, qu'il y ait une forme d'autisme. Il est reconnu, hein, il est de notoriété publique, et ça a été dit tout à l'heure, les dégâts collatéraux que des initiatives personnelles, que ça soit Bush en Irak ou BHL, Sarkozy, pour moi je dis les noms, hein, je ne tourne pas autour du pot. Donc on conduit donc à la guerre de la Libye avec des tas de dégâts collatéraux, hein, dont l'afflux de réfugiés. Alors, comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, que l'information, hein, et que cette histoire, hein, donc cette initiative soit si occultée que quelqu'un comme Sarkozy, par exemple, qui doit passer par un procès, hein, c'est même pas un procès en France, hein, ça devrait être un procès à l'échelon international. Comment se fait-il, comment est-il possible qu'une personne comme ça puisse prétendre se présenter encore à la présidence ici?
Moi, je ne comprends pas. Hein. J'aimerais bien. Il y a, ça fausse, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, qui ne va pas dans la communication, dans l'entente. Il y a tromperie du peuple français, quelque part. Et je crois qu'il faut essayer de démanteler ça un petit peu. Merci. Donc, avant de demander des réponses, Nicole avait levé la main, je veux bien. Tu veux poser une question? Oui. Une question? Attends, tu vas avoir le micro. Allez, on tu poses une question et puis on fait. Je remercie Alain d'avoir introduit le peuple dans la réflexion. Moi, je ne crois pas. Je suis peut-être une optimiste, trop optimiste, mais la guerre froide qui deviendrait guerre chaude, bon, je ne sais pas, je la vois pas trop, enfin voilà. Mais parce que je pense qu'il y a un fait nouveau, c'est justement le mouvement des peuples et ce qui se passe en France. Bon, un mouvement qui est depuis 3 mois, alors qu'on nous matraque que la seule solution c'est l'économie libérale. François Hollande qui est obligé de dire que le TAFTA c'est pas tellement bien, qu'il va falloir, voilà. Enfin, je sais pas ce que ça donnera, mais on espère que ça va le faire abandonner. Alors je voudrais savoir si dans les pays occidentaux, on sent quand même qu'il y a ce mouvement, on a cité en l'Angleterre avec Corbyn, etc. On sent qu'il y a ce mouvement des peuples qui en Europe. Est-ce que dans les pays, donc les pays de l'Est, dont on parlait de l'Europe de l'Est, où il y a cette tendance en effet à une extrême droitisation très très inquiétante, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont en train, syndicaux, qui sont en train de se lever contre ce capitalisme sauvage quoi, qui s'est instauré dans ces pays? Merci Nicole. Écoutez, je vous donne la parole pour Alain, d'abord. Oui, alors sur le parlementaire Lebris, effectivement, quand je suis allé à Concarneau, vous m'avez donné ce document, c'est vrai que c'était édifiant. Alors je précise que c'est un rapport qu'il a remis à l'Assemblée parlementaire auprès de l'OTAN, parce que vous savez, tous ces organismes, l'OTAN, l'UE, tout ça, ils ont des délégations parlementaires qui ne votent rien, qui sont là que pour... c'est un peu un faux nez démocratique, mais effectivement, devant l'OTAN, c'est le dithyrambe absolu pour l'OTAN, qui est même en contradiction, je pense, avec les propres positions de son parti, M. Lebris. Mais bon, en tout cas, il faut se servir des vrais organismes démocratiques, ça c'est vrai, et c'est vrai que la militarisation ne s'accommode pas bien de la démocratie. Ça, nous sommes d'accord. Et donc, effectivement, il faut essayer de le mettre dans le débat, dans les débats politiques à venir. Vous savez qu'on a aussi cette difficulté, on l'a pour le désarmement nucléaire, on l'a... Mais peut-être que sur l'OTAN, parce que la France n'a jamais été trop otanophile, si j'ose dire. Par exemple, en Allemagne, ou alors maintenant dans les pays de l'Est, ils aiment beaucoup l'OTAN, c'est la protection, c'est la protection. En France, il n'y a jamais eu ça. Et je pense qu'on peut avoir une oreille si on dénonce ce qui se fait. Sur la Libye et la Syrie, moi je ne vais pas répondre très précisément aux questions qui sont pourtant très précises. Sur la Libye et la Syrie, là aussi, ce qui m'apparaît, c'est une hypocrisie absolue. Je veux dire, on va là au nom de la défense des populations, des droits de l'homme, etc. Mais à côté de ça, on arme l'Arabie Saoudite qui massacre au Yémen dans le silence absolu. Il y a des interventions, il y a eu l'Arabie Saoudite et il y a eu le Qatar. Ils bombardent, etc. Mais eux, ce sont nos amis, ils sont dans le camp du bien, sans doute. Et donc, alors, tout le monde sait ce que sont ces régimes. Et alors là, les droits de l'homme, tout ça, pof, ça disparaît tout d'un coup. Et là, il y a une hypocrisie absolue des pays occidentaux en général, mais très particulièrement de la France à propos de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est vraiment très choquant et c'est à dénoncer. Alors, la triple taxe, ça, je pense que tout le monde est d'accord, hein, pour taxer l'armement, les transactions financières et l'énergie fossile. Et effectivement, c'est aussi une des propositions de l'ONU pour financer des programmes de développement. Désarmer pour développer, c'est un des mots d'ordre de l'ONU et que rapporte, donc répète souvent Ban Ki-moon. Et la guerre européenne de 14,
moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a eu une grande... On a bien progressé sur l'analyse des causes de la guerre de 14. Il y a même des musées comme celui de Péronne, que je connais personnellement, où c'est vraiment des musées, je ne dirais pas qu'ils sont pacifistes, mais qui aident, enfin qui vont quand même plutôt dans le sens d'une compréhension des véritables causes des conflits. Et je pense que l'historiographie, elle a quand même progressé plutôt dans le bon sens concernant la guerre 14. Mais cela dit, il y a encore du travail à faire. Dans mon département et dans ma ville, on fait ça aussi avec l'ARAC sur la guerre de 14. Il y a des choses qui parlent plus, la réhabilitation des soldats fusillés pour l'exemple, des choses comme ça. Ça n'a pas grand sens de réhabiliter maintenant, mais ça permet des débats sur la nature profonde de cette guerre. Voilà. Merci. Il faut dire d'ailleurs que la guerre n'était pas européenne de 14, c'est une guerre mondiale, aussi bien dans sa participation, les troupes coloniales de tous les continents du Commonwealth, que dans ses résultats, parce que l'éclatement de l'Empire ottoman, les pertes des colonies allemandes en Afrique, en Asie, et même encore plus loin, je crois que c'était mondial. Hein. C'est pas un argument d'autorité du tout. Elle s'appelait guerre européenne, hein, 1914. Oui, mais d'accord. C'était l'Europe qui était le centre du monde à l'époque. Oui, alors, sur les flux financiers, effectivement, je pense que toute la question, c'est de pouvoir les contrôler. Hein, c'est-à-dire, et les États qui ne veulent pas le reconnaître, mais on peut pleinement contrôler les flux financiers, les paradis fiscaux, tout ça, ça se contrôle s'il y a la volonté politique. Alors, pour qu'il y ait la volonté politique, évidemment, il faut qu'il y ait des changements de pouvoir, hein, et que les forces qui arrivent au pouvoir aient la volonté de le faire. Donc, évidemment, les citoyens doivent faire en sorte que les élus rendent des comptes par rapport à ces questions de flux financiers. Alors, quand on parle de flux financiers, évidemment, il faut aussi se poser la question, mais qui finalement aujourd'hui s'enrichit dans le monde ? Et effectivement, dans les pays occidentaux, avec les délocalisations, avec la désindustrialisation, nous avons des pans entiers de l'industrie qui ont disparu et d'autres qui se sont en quelque sorte relativement renforcés par la force des choses, avec en particulier l'armement. L'armement, évidemment, n'est pas délocalisé, et parce qu'il n'est pas délocalisé, les lobbies de l'armement ont beaucoup plus de pouvoir que précédemment, puisqu'ils n'ont pas de concurrents qu'ils avaient précédemment. Par ailleurs, il faut aussi penser à l'économie de la drogue, hein, parce que quand on parle du terrorisme, Daesh n'existerait pas sans l'économie de la drogue, il n'existerait pas sans la vente clandestine de pétrole, entre guillemets clandestine, parce que ce pétrole, on sait qu'il est acheté, y compris en Europe, le pétrole de Daesh. Mais il n'aurait pas non plus proliféré s'il n'y avait pas eu l'économie de la drogue. Hein. On a arrêté récemment au Liban un prince saoudien avec des valises pleines de Captagon. Le Captagon, c'est la drogue qui est utilisée pour droguer les soldats de Daesh. Hein. Qui en parle, hein, parce que tout à l'heure, une personne me demandait à propos de la Libye, mais tout ce que je viens de dire se rajoute, si je peux dire, au dossier libyen, et tout ça, ça va dans un sens, et d'ailleurs, pourquoi n'en parle-t-on pas, pourquoi ne parle-t-on pas d'un procès Sarkozy, etc. Bien sûr, c'est parce que les médias, dans leur immense majorité, ne veulent pas qu'on en parle, bloque. En fait, nous vivons dans une situation de quasi-censure. Il faut bien se rendre compte, et il faut poser la question. Et là, nous devons revenir à la situation et nous rappeler nos grands ancêtres, hein, le CNR, le Conseil national de la résistance. Une des décisions du Conseil national de la résistance, c'était de modifier la propriété des médias. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes redevenus dans une situation qui rappelle l'entre-deux-guerres, où les médias sont monopolisés par les mêmes qui ont fait les guerres. Hein, et donc ça explique, tant que nous ne reprendrons pas le contrôle de nos médias, et il faut bien avoir en tête que c'est notre droit, le journaliste est au service du peuple, ce n'est pas le peuple qui est au service des médias, donc nous avons droit à l'information, c'est notre droit. Les médias doivent être entre nos mains, hein, et pas aux mains de ceux qui jouent à la bourse. À ce moment-là, on pourra évidemment savoir pourquoi il y a eu la guerre en Libye, quand on aura les médias, quand on saura évidemment qu'il était question de lancer une monnaie africaine, quand on saura que la Libye avait réussi à émanciper le continent africain de la téléphonie des transnationales, etc. Quand on saura tout ça, on comprendra évidemment pourquoi Kadhafi était un dictateur. Je ne veux pas le défendre,
défendre. Hein. Il a eu ses torts et ses crimes, c'est très certainement, mais néanmoins, ce dictateur a mené des politiques de développement pour son peuple et pour l'Afrique, par rapport à d'autres dictateurs qui ne font que piller. Donc il faut faire la différence entre les raisons affichées et celles qui ne sont pas affichées. Alors je reviendrai. Alors, pour ce qui est de la guerre de 14, effectivement, je pense que c'est une guerre clé parce que finalement c'est une guerre qui explique le fondement des guerres modernes, des guerres du capitalisme, des guerres de la mondialisation. Et finalement, on revient toujours à 1914. Moi, je suis un militant de l'ARAC, donc évidemment, je suis assez engagé dans ces activités qui visent justement à éduquer les jeunes générations en expliquant ce qu'est la guerre de 14. On explique évidemment automatiquement pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une logique de guerre, hein, parce que les mêmes causes donnent les mêmes effets et les causes sont revenues là où elles étaient. Alors, pour terminer, la question à l'Est, qu'est-ce qui se passe sur le plan des mobilisations? Alors, il faut évidemment savoir qu'avec l'effondrement de tout ce qui s'est passé à l'Est après 89, et quand je parle de l'effondrement, c'est pas seulement l'effondrement des partis communistes, c'est l'effondrement aussi de la dissidence, parce que ceux qui s'étaient engagés dans la dissidence se sont sentis trahis. De la même façon que beaucoup de communistes se sont sentis trahis par les hiérarchies des partis communistes, beaucoup de dissidents se sont sentis trahis par les hiérarchies des dissidents qui ont été financés par l'USAID et les autres agences américaines de financement des ONG. Et donc, en fait, il y a une double trahison. Donc, évidemment, une société qui a assisté à deux trahisons successives, si je peux dire, a un peu tendance à devenir assez sceptique, voire assez passive. Et ça se voit dans les résultats électoraux. Dans la plupart des pays d'Europe de l'Est ou du Centre, les participations électorales atteignent rarement 50%. Et c'est évidemment dans ce vide que se sont investies les forces d'extrême droite, hein, qui, la nature ayant horreur du vide, ils en ont profité et ils ont proliféré, avec l'accord des gouvernements locaux, avec l'accord, je l'ai dit, de l'Union européenne qui ne fait rien pour alarmer les populations, parce que finalement, l'extrême droite, là encore on revient à la situation qu'on a connue dans l'entre-deux-guerres, l'extrême droite arrange beaucoup de gens. Finalement, l'extrême droite ne remet jamais en cause le système économique et social, elle le défend. Donc finalement, dans un état de déliquescence politique et sociale, l'extrême droite est fort utile pour, en quelque sorte, maintenir l'ordre et diviser pour régner et créer des peurs et des antagonismes ethniques, religieux, comme vous voulez. Cela étant, vous avez quand même l'émergence d'une jeune génération. Alors c'est pour le moment pas des mouvements de masse, mais vous avez la renaissance de mouvements de gauche alternatifs radicaux, de jeunes, dans l'ensemble de ces pays-là, qui, disons, à la fois ont tourné la page du bloc de l'Est, c'est-à-dire c'est une nouvelle génération pour laquelle le passif des pays de l'Est d'avant 89, c'est une histoire de l'autre génération, ça ne les concerne plus, ils n'ont donc pas cette espèce de poids à porter des erreurs, entre guillemets ou sans guillemets, qu'ont commis les générations précédentes lors de la création du bloc soviétique. Donc il y a une jeune génération qui a un regard lucide sur la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui, et en même temps qui a un regard lucide sur ce qu'a été le bloc de l'Est, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent de façon critique et non plus en noir et blanc, parce que finalement ce qui s'est passé en 89, c'était tout ce qui était blanc avant est devenu noir, hein. Et aujourd'hui vous avez une jeune génération, vous avez des articles, vous avez des ouvrages, vous avez des bouquins qui analysent, mais finalement dans le bloc soviétique, qu'est-ce qu'il y avait de positif, qu'est-ce qu'il y avait de négatif, de façon très scientifique. Donc évidemment, ça ne va pas préparer un mouvement de masse dans les mois qui viennent, hein. Ça c'est un travail de longue haleine, mais le simple fait qu'il se fasse est déjà plutôt positif à mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un réarmement de l'opinion dans l'idée de s'armer d'idées, de principes. Beaucoup de gens à l'Est relisent Marx, hein, ce qui était impensable en 89. Aujourd'hui, on relit Marx et on dit mais finalement, peut-être que les dirigeants soviétiques ont fait des erreurs, mais Marx ne s'est pas totalement trompé. Hein. Donc c'est déjà un signe. Merci beaucoup. Écoutez, je suis désolé du retard qu'on a pris, mais voilà,
c'est moins exagéré que je craignais. Voilà, en remerciant donc, en excusant Francis qui devait partir à 16h30, c'était connu, et en remerciant Bruno et Alain de notre